Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, j'aimerais remercier le Cercle des dirigeants d'entreprise qui a des antennes dans toute la Suisse romande et en France voisine, et plus particulièrement sa présidente, je ne la vois pas à l'écran, sa présidente Enza Testa et Guy. Nous sommes en partenariat entre l'IGNOM, le CDE et la FEDRE depuis des années. Nos grands événements les organisés ensemble, et ce soir, on s'appuie notamment sur Lucien Boucher du CDE pour la partie technique. Merci Lucien de votre intervention pour que les choses se déroulent bien. Chers amis, nous assistons à une situation assez extraordinaire concernant l'augmentation du prix du bois, et cela nous interpelle dès lors que notre vocation, la vocation de l'IGNOM, je rappelle que c'est la structure de la promotion du bois en Suisse, avec des LIGNOM dans chaque canton. Je salue d'ailleurs la présence de plusieurs de mes collègues des cantons romans. Et notre vocation, c'est de soutenir la filière depuis la forêt jusqu'aux différents usages du bois. Dès lors que les prix changent, cela peut avoir une influence. Ça a une influence, bien entendu, en Europe, ça a une influence en Suisse, et on va évoquer précisément les différences que cela a. Cela provient, cette augmentation des prix du bois, provient de plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est assez dominant, qui est la demande des États-Unis, qui est extraordinairement forte. L'année dernière, au mois de mars de l'an dernier, tout s'est arrêté aux États-Unis. Les scieries ont fermé d'ailleurs pendant 3 semaines, à l'arrêt complet, et assez rapidement, cela a redémarré pour aller encore plus fort. Les constructions individuelles aux États-Unis sont importantes, l'usage du bois est important, et ils n'en ont pas suffisamment. Et c'est ainsi qu'ils viennent sur le marché européen, en particulier, mais pas forcément sur le marché suisse. Simultanément, les Chinois sont demandeurs. Eux, ce sont, il faut le rappeler, les premiers importateurs de résine. Donc, tout le marché du bois est bousculé par ces différentes circonstances. Ajoutez à cela que les emballages se sont développés d'une manière telle durant cette période de pandémie que c'est un facteur qui influence beaucoup plus les choses que nous pouvions l'imaginer. Enfin, c'est toutes les raisons qui font qu'on assiste à cela. Alors, les conséquences, elles ne sont pas forcément que négatives, et je vais commencer par rappeler qu'à l'occasion des rencontres Wood-Rice en 2019, un des points qui a été soulevé, c'est le prix du bois en Suisse. Or, il se trouve que ce prix est insuffisamment payé bien souvent pour qu'on traite véritablement le volume que la forêt produit. La forêt suisse est généreuse, elle a la possibilité, elle est traitée d'une manière exemplaire sur le plan international, mais il se trouve que ce prix du bois est véritablement insuffisant. Alors qu'il augmente, ça n'a pas forcément un effet négatif, et durant ces rencontres de Wood-Rice, de cela, on avait longuement eu l'occasion d'en parler, notamment avec Ernst Turcher et puis avec Christina Giesch, qui est la directrice de Forêt-Valais. Et c'est la raison pour laquelle je modifie un petit peu le programme qui était annoncé, et c'est à une femme que je donnerai d'abord la parole, à Christina Giesch, pour qu'elle apporte ce témoignage de ce qu'elle vit en Valais par rapport à la situation et aux références que je viens de donner sur la question que nous nous posions pour les rencontres Wood-Rice. Nous nous posions la question de savoir comment on pouvait véritablement mieux soutenir le bois avec quelques augmentations raisonnables, mais de manière précisément à faire un plus large usage. Voilà, Christina. Christina, c'est à toi de prendre la parole en te remerciant de ta participation à cette table ronde de ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Comme Claude l'a dit, je suis directrice de Forêt-Valais, qui est l'association des propriétaires de forêt dans le canton du Valais. Puis dans cette position, je peux parler pour mon canton. Je connais bien la situation. Et on avait évoqué déjà à ces rencontres Wood-Rice que dans le cadre des exploitations dans les forêts de montagne en particulier, les coûts d'exploitation dépassent très largement le prix qu'est payé le bois, ce qui fait qu'on a énormément de quantité de bois qui reste en forêt. Lucien, est-ce que je peux partager l'écran? Oui?
Oui, tout à fait. Alors, je vous montre les statistiques, voilà, de ces dernières années. Ces différentes colonnes montrent les volumes de bois. Donc, en partant du fond de la colonne, c'est les volumes de bois de service, donc qui vont être sciés. Les petits volumes qui suivent, c'est le bois d'industrie. Ensuite, une plus grosse colonne grisée pour le bois d'énergie. Et au-dessus, en pointillé, c'est le bois qui est coupé, mais qui est laissé en forêt. Donc, on voit que 2010-2011, où on avait encore un prix qui était bon, on avait relativement peu de bois qui restaient en forêt. On était à 80 000 mètres de bois de service sortis. Et puis en 2019, on en était à la moitié avec 41 000 mètres cubes de bois de service sortis et près de 46 000 mètres cubes qui restaient en forêt. Alors, l'année dernière, on avait un programme forêt protectrice qui nous demandait de traiter 400 hectares supplémentaires, ce qui s'est répercuté sur les volumes. Mais on voit qu'on laisse en forêt à peu près autant de bois que de bois de service qui est effectivement sorti. Alors, je vais vous arrêter ce partage pour qu'on puisse se voir de nouveau. Et c'est clair qu'au niveau sylviculture, il est important de laisser certains volumes de bois en forêt. On en a besoin pour faire barrage contre les chutes de pierre. On en a besoin pour le rajeunissement. On en a besoin pour la biodiversité. Mais ça, c'est des petits volumes que le sylviculteur va savoir où placer. Mais le gros de ces volumes, il reste en forêt pour des raisons économiques. Et là, j'ai un problème du côté de nos forestiers bûcherons, parce que c'est un crève-cœur pour eux que de couper des arbres et de laisser tous ces volumes pourrir en forêt. Et j'ai un problème éthique parce que tout le bois qu'on laisse pourrir en forêt, c'est du bois qu'on va aller chercher ailleurs et puis qui ne va pas être forcément être exploité dans les mêmes conditions et dans le même respect de la forêt qu'aujourd'hui. Donc, à la question de Claude par rapport aux conséquences de la situation qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est aussi une chance. C'est une chance de pouvoir revaloriser un petit peu la matière première et puis d'avoir le respect pour cette matière première qui s'est perdue au fil du temps puisqu'elle valait quasiment plus rien. Et c'est peut-être aussi une chance pour le bois suisse d'occuper une place qui lui revient et de favoriser ces circuits courts. Merci Christina. Eh bien, le décor est posé, si je puis dire, et je me tourne du côté de Jean-François Rime. Jean-François Rime qui est accompagné de son fils Jacques. Et on a eu l'occasion aussi d'avoir une discussion ensemble, Jean-François, et je te laisse faire un bilan de la situation, une analyse de la situation comme tu la sens, donc, comme responsable d'une importante, la plus importante scierie romande. Alors, merci de cette invitation, merci d'avoir organisé cette séance. Je reprends la balle au bond avec les déclarations de Madame Guiche. Et c'est vrai qu'il y a encore un autre problème lorsqu'on laisse traîner le bois en forêt, c'est que lorsque ce bois pourrit en forêt, on a des émissions de CO2 qui sont les mêmes qu'on aurait si on brûlait ce bois. Maintenant, le problème des coûts. 2019-2020, ça a été marqué par des quantités extraordinaires de bois baustriché aussi dans tous les pays qui nous entourent et dans toute la partie est de la Suisse depuis Berne. Et ça, bien sûr, ça a encombré le marché et ça a fait chuter les prix. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Moi, il y a depuis 1975 que je dirige la Maison des Ponts. Et une évolution des prix comme ça, c'est inhabituel. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Tu as évoqué l'intervention des Américains sur le marché. Et puis, on voit que dans tous les pays, la demande n'est souvent pas satisfaite, ou bien avec des délais de livraison impossibles. On a évoqué aussi un peu l'emballage, qui est un secteur important pour les gammes de qualité inférieure.
Mais il faut savoir qu'au niveau de l'emballage, on était à des prix de 150 € le mètre cube pour les sciages. Je ne parle pas des grumes, je parle des sciages. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bon au niveau de la forêt. L'adaptation se fait tranquillement, mais on est obligé de la faire de façon échelonnée. Et je pense que les utilisateurs du bois, que ce soit les ingénieurs, archicoleurs ou commerçants, savent très bien ce que je veux dire par là, parce qu'on est aussi en concurrence avec d'autres produits. On a gagné des parts de marché, notamment à Genève, où beaucoup de surélévations se font en bois. Heureusement, dans le domaine du métal, les hausses sont au moins aussi importantes dans le domaine du bois. Donc voilà, on s'adapte. Nous, on a tous les jours des clients qui téléphonent et qui voudraient qu'on raccourcisse nos délais de livraison. On a une liste de clients ABC. Le client A, c'est le vieux client qui a toujours respecté les relations. Le B, c'est un peu moins bon. Puis le C, on lui dit qu'il faut qu'il aille voir ses fournisseurs habituels. Jean-François, de la discussion que nous avions eue et puis de l'entretien, du long entretien que j'ai eu avec Christophe Boots. Christophe Boots, c'est le gérant du fonds bois de la banque Pictet. Ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, les Américains particulièrement viennent sur le marché européen et se tournent vers les grands pays forestiers. Et donc, c'est ce que tu relevais il y a quelques jours, donc l'Allemagne, l'Autriche, la France, etc. Et que du coup, les Européens qui venaient sur notre marché, qui étaient des concurrents, viennent moins en Suisse. Et c'est bien cela, hein. Ils viennent moins en Suisse, donc c'est ce qui nous permet aussi d'être dans une situation un peu privilégiée par rapport à d'autres pays, enfin moins exposés par rapport à d'autres pays. C'est bien ça, Jean-François? On a d'autres problèmes. La structure de la propriété forestière en Suisse est naturellement relativement défavorable. On a 250 000 propriétaires forestiers pour 1 100 000 hectares de forêt. On a aussi des coûts d'exploitation. On a une méthode d'exploitation en Suisse qui est excellente au niveau de la sylviculture, de la durabilité, mais qui est une méthode chère. Les coupes rases sont interdites. Si je vais voir dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, où on a planté des pins de différentes sortes qui sont alignés au cordeau et qu'on coupe tous les 30 ou 40 ans, on n'a pas du tout le même mode de sylviculture. Et puis, bon, on a un système de salaire qui est aussi très élevé par rapport au reste du monde, et on a des coûts de transport qui sont au moins le double des coûts de transport allemands ou autrichiens ou français. Ça ne va pas s'améliorer avec la taxe sur le CO2. Je ne veux pas faire le débat là-dessus, mais je voterai quand même oui à la taxe sur le CO2 au mois de juin. Mais ceci étant, enfin, pour ceux qui ne sont pas trop connaisseurs de la filière bois, ça vaut la peine d'insister sur la qualité de la gestion de sylviculture dans notre pays. Sur le plan international, on est reconnu comme étant parmi les meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs. C'est notre approche est véritablement exemplaire. Et les coupes rases que l'on pratique dans les pays qui nous entourent, ça n'existe pas. On voit la situation de vastes espaces forestiers en France. J'aborderai ça tout à l'heure. J'interrogerai nos amis sur ce thème-là. Et merci de ces précisions. Je me tourne du côté de Jean-Marc Ducret pour prolonger cette analyse. Jean-Marc? Oui. Disons, nous, ce qu'on constate, nous, on est juste après la première transformation, donc juste après la scierie des ponts. Et puis, ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a il y a un manque sur le marché étranger de produits qu'on fabrique nous, et puis des choses qu'on ne livrait plus à des clients charpentiers qui sont du duo et des éléments comme ceux-ci. Ça nous permet de les livrer aujourd'hui à des prix raisonnables. Par contre, c'est clair que j'ai bien aimé l'image des clients ABC. C'est clair que des gens qui travaillent depuis très longtemps avec nous, on essaye de les aider autant que possible. Mais par contre, c'est juste qu'on a quelques soucis de délai d'approvisionnement parce que la filière du bois suisse est sous tension parce qu'il y a de grandes quantités à livrer puisqu'elles ne sont plus là depuis les pays étrangers. Puis les gens
découvrent finalement qu'il y a des possibilités avec nous ou avec d'autres aussi. On n'est pas tout seul au monde en Suisse pour s'approvisionner. Alors, ce que nous on souhaite, c'est un peu comme les gens qui ont découvert à travers le Covid qu'il y avait des gens tout près de chez eux où ils pouvaient aller acheter des produits de proximité. C'est que ça s'inscrive sur la durée. Et puis notre message, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour aider les gens en leur livrant à des prix corrects, mais qu'on n'oublie pas ça si une fois le marché se rétablit, que les gens qui ont joué le jeu aujourd'hui, ils continuent à le jouer à l'avenir, que ce soit les ingénieurs ou les clients, parce qu'aujourd'hui, le bois suisse, il est là, il peut être vendu à un prix correct et compétitif, il permet un peu mieux de payer la forêt, on l'espère tous, puis on espère que ça continue dans cette direction-là et que dans 6 mois, ce ne soit pas on oublie tout, puis on recommande à commander n'importe où et à tout va. Et ça, je pense qu'on est sur une très bonne tendance aujourd'hui de cette utilisation du bois suisse, qui est une ressource de qualité, ça il faut le préciser. Hein. Il y a des bois de très bonne qualité en Suisse, il y a des entreprises de transformation qui font ça très bien, et puis que c'est dans l'air du temps qu'on continue à s'approvisionner de façon proche de chez nous, avec des forêts qui existent et qu'il faut entretenir et payer au prix juste. Ça, si on pouvait retenir une leçon de cette crise à terme, ce serait bien. Retenir une leçon, oui. Il arrive que la mémoire soit courte et puis qu'on oublie ces choses-là. Mais en même temps, on est vraiment dans une situation d'opportunité. Mais Jean-Marc, dans la mesure où on extrairait davantage de bois de nos forêts, parce que le prix précisément en forêt augmenterait un peu, est-ce que nos infrastructures de transformation sont suffisantes pour absorber cela par rapport à des Autrichiens notamment et d'autres concurrents qui aiment nous dire que le bois qu'on commande, il est déjà pratiquement parti pour arriver demain matin en Suisse? Ouais, je pense que c'est un problème d'entreprise et d'entrepreneurs. Vous pouvez aussi demander ça à la scierie des ponts. C'est-à-dire, on est capable de produire plus, de s'installer pour produire plus, mais si cette tendance elle est durable, si comme dans les 2 ou 3 dernières années, y compris avec des partenaires comme la scierie des ponts, on a dû baisser les prix et plus que d'avoir des produits de faible valeur, on ne peut pas demander à la fois d'être très efficace en temps de crise et puis de nous oublier après. Le problème, il est là. Je crois que la capacité, elle est là. Évidemment, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, enfin, moi, depuis que je suis dans le domaine du bois, on entend toujours que la capacité de production de la forêt suisse est pratiquement inépuisable. Et puis, comme toutes les matières premières, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, avec l'augmentation des constructions en bois suisse, ainsi de suite, on va aussi arriver un jour à une limite de ce que la forêt est prête à nous produire. On n'en est pas là, mais c'est une ressource comme une autre. Il faut savoir la gérer, puis on ne va peut-être pas pouvoir quadrupler les quantités de mètres cubes qu'on va vendre, mais qu'on soit au moins capable de les utiliser et de renouveler la forêt, ça me paraît important. Mais ce serait intéressant d'entendre la forêt et la scierie à ce sujet-là. Alors, je retourne chez Despont. Oui. Est-ce que c'est Jacques qui s'exprime sur ce point? Non, mais il pourra me compléter si nécessaire. Nous, on a fait un effort déjà. On a scié cette année jusqu'à fin avril à peu près 20% de plus qu'une année normale ces dernières années. Mais on a travaillé tous les samedis matins. Nos employés sont de bonne volonté et nous aident dans ce sens-là, mais ça a des limites. On a aussi des machines qui sont bien utilisées. On va installer des nouveaux séchoirs, mais tout le monde commande des séchoirs, donc délai de livraison 1 année, etc., etc. Donc, on va profiter de ce développement de marché pour adapter nos outils de production, mais ça va pas tout seul. Après, on est au milieu de la ville de Bulle. On espère que nos voisins vont comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas des installations bruyantes, mais enfin, il y a toujours des discussions là-dessus. D'accord. Autrement dit, il y a tout de même des capacités. D'abord, vous vous adaptez déjà à une situation. Il y aurait des possibilités de produire davantage, de consolider en somme les infrastructures de production. Et puis, en tenant compte de ce que Jean-Marc a dit, on sait très bien que la forêt a des limites, mais elle peut encore beaucoup donner. Je crois que Jacques voulait ajouter quelque chose. Oui, on a déjà scié 30% de plus, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu de la crise de 2008, qu'on a eu la crise de 2015, oui, qui a fait que ça a baissé, on a baissé notre production. Aujourd'hui, on peut la réadapter, mais ce n'est pas une adaptation à 1 mois, c'est une adaptation qui va prendre, tout le monde est en train de se réadapter, tout le monde va rehausser, il y a des capacités, mais si l'année prochaine, les Allemands reviennent et puis recassent le marché, les scieries suisses, elles refreineront, quoi.
Donc, je veux dire que l'élan, il est là, l'envie, elle est là, mais on est quand même très dépendant de ce que font nos voisins, nos concurrents étrangers. Merci. Je me retourne maintenant du côté de Jean-Yves Eby pour compléter notre analyse de Le Bayag, la grande société de commercialisation. Où est-il? Il est là. Il est Le là. voilà. Alors, sur le front du commerce, parce qu'on peut vraiment dire que c'est un front, c'est assez compliqué. On a parlé de secteur construction bois, avec le label écolé qui préoccupe Jean-Marc Ducret, de la forêt. Il ne faut pas oublier cependant que tous les autres secteurs sont aussi touchés. Si on parle aujourd'hui d'un panneau MDF brut de 19 mm, qui est vraiment de la grosse graine, que chacun de nos clients s'attend à pouvoir trouver à profusion dans nos dépôts, que ce soit les nôtres ou ceux de nos collègues concurrents, aujourd'hui, il y en a plus. Donc, le problème, il est vraiment, à mon avis, important. L'augmentation, les mouvements de prix sont devenus incontrôlables. On parle de 180% d'augmentation pour un label écolé, pour un charpentier. Donc, c'est une situation qui est vraiment inédite et je pense qu'il va être catastrophique sur l'approvisionnement pour les menuisiers, pour nos charpentiers, tous ceux qui sont occupés à la construction bois. Donc, le problème, il est général. Effectivement, il y aura des avantages à l'avenir. Si on peut sortir un mètre cube de bois de la forêt puis qu'il est payé correctement, ce sera déjà une victoire. Mais on va devoir faire face aussi à tout le problème. On se rend compte aujourd'hui de la dépendance qu'on a complète de ces fabricants de panneaux 3 plis en Allemagne, des fabricants de la laine de bois qui sont aussi principalement sur l'Allemagne. C'est des filières aujourd'hui qui sont plus en mesure de nous confirmer des commandes. On reçoit des accusés de réception, il faut imaginer, avec des délais approximatifs de 18-20 semaines pour ce genre de produit. Donc, on est censé maintenant offrir à nos clients des prix pour des produits dont on ignore le prix définitif qui nous sera annoncé au moment de la mise en production et dans des délais tout à fait approximatifs de 5-6 mois. Donc, la question vraiment qui nous préoccupe, c'est comment on va pouvoir réagir l'ensemble de la filière bois, comment vont pouvoir s'organiser aussi nos clients qui ont parfois rempli des soumissions l'été passé ou il y a une année et qui aujourd'hui doivent rendre des travaux avec des bois qui ont considérablement augmenté. Et puis, je ne vois pas de détente avant la fin de l'année. Si on nous annonce déjà des confirmations de commandes pour des camions de 3 plis en 2022, je vois mal une détente s'amorcer prochainement. Vos fournisseurs sont où? Je vous demande pardon? Vos fournisseurs sont où? Alors, si on prend tout ce qui est carrelet brut, la Maison des Ponts, par exemple, fait partie de nos principaux fournisseurs, mais les fabricants de panneaux 3 plis, c'est principalement sur l'Allemagne, bois de construction aussi Allemagne-Autriche. Et là, vous avez 180% d'augmentation? Si on prend un lamellé collé, c'est des produits qu'on pouvait vendre, en gros, on va dire 600 francs à la fin de l'année, le mètre cube. On est passé à 800, 1050, et puis aujourd'hui, vu le prix qui se pratique sur les sciages, qui sont passés de l'ordre de 760 € le mètre cube, ce qu'achètent les Américains aujourd'hui sur le marché, on peut imaginer que le mètre cube de lamellé collé, il aura doublé d'ici très peu de temps, en passant à 1200, 1300 francs le mètre cube. Je pense que Jean-François Rime, à ce sujet, peut-être a entendu parler des prix qui se pratiquent, des sciages, au niveau des prix d'achat des Américains, peut-être qu'il pourra compléter et rebondir sur ces chiffres qui sont absolument incroyables. Boots de chez Pictet me disait qu'aux États-Unis, le mètre cube avait plus que triplé. Mais que nous, et c'est assez intéressant parce que le fond, ce que me disait Boots de Pictet, c'est que, notamment dans leur fond, les Européens du Nord vendent aux Américains à des prix nettement plus élevés, mais ils font tout de même attention de satisfaire une partie de leur clientèle européenne qu'ils entendent toujours fidéliser. Ils augmentent un peu les prix, mais moins que pour les Américains. On est vraiment dans une situation, c'est pour ce que j'ai compris de celui qui est un expert, en l'occurrence Boots, dans une situation qui est assez particulière.
Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-François Rime, tu veux revenir sur ce sujet et reprendre la réaction de Jean-Yves Héby? Jacques peut revenir. Ouais. J'aimerais juste qu'on fasse une différence entre les produits importés qui, c'est vrai, ont explosé en prix. Moi, je voulais juste vous dire, sur les produits commerce comme achète M. Héby, on a une augmentation moyenne depuis le début de l'année de 7,5%. Et sur la planche lamellée collée, on est aujourd'hui au prix du 12 2018. Donc, je pense que les scieurs suisses ont été relativement modestes dans les augmentations de prix. Elles ont plutôt joué le jeu des clients. Après, ce que font les concurrents étrangers, il ne faut pas oublier, c'est aussi eux qui nous ont fait les prix bas l'année passée et l'année d'avant, où on a sur la planche collée, on a perdu 25% du prix sur la planche lamellée collée en 2019 en un mois. Donc aujourd'hui, nous, on a été relativement modestes. J'espère que les gens s'en souviendront. Et pour ce qui est des produits de panneaux bois ou tout ça, les usines ont existé en Suisse. Malheureusement, la crise de 2015 leur a coûté leur place et ils n'ont pas été concurrentiels. Ils n'ont pas survécu à cette crise et on a décidé d'importer des produits meilleurs marché. Ça a été une décision qui a été prise, qui aujourd'hui doit être assumée. Il n'existe plus qu'une fabrique de panneaux agglomérés ou MDF ou SB en Suisse, c'est Chronospan dans le canton de Lucerne. En l'an 2000, il y en avait au moins 10 ou 12. Il y avait Pavatex à Fribourg, à Cannes, il y avait toutes sortes d'usines. Elles ont toutes disparu à cause d'une situation de prix qui était absolument impossible à tenir avec des salaires suisses, avec des coûts suisses. Mais tout à l'heure, je relevais la question des structures industrielles. Alors, c'est intéressant ce que relève maintenant Jacques, parce que, et ce que tu dis encore maintenant, Jean-François, c'est que nous avions ces capacités industrielles et elles ont disparu pour les raisons que vous venez de relever, mais ça montre que nous n'avons pas bien apprécié la situation dans le moyen et le long terme. Parce qu'aujourd'hui, et c'était bien que Jean-Yves Héby dise, moi j'attends d'Allemagne ou d'autres pays, j'attends ça d'Allemagne ou d'autres pays, c'est parce que je ne le trouve pas en Suisse. C'est bien ça, M. Héby, on ne le trouve pas en Suisse. C'est en harmonie avec ce que les rimes disent. Alors, si on prend l'exemple le plus flagrant du panneau qui est consommé régulièrement par des menuisiers ou des charpentiers, un panneau 3 plis qui est un produit de masse, on n'a pas de fabrication en Suisse qui permettrait de pouvoir, à ma connaissance, satisfaire les demandes, le volume que demande le marché aujourd'hui. Après, si on prend le panneau, la grosse graine le plus courant, le plus utilisé par nos charpentiers, l'OSB, on n'a également aucune source de production en Suisse pour ce genre de panneaux et c'est ce qui représente, à part le bois d'ossature, vraiment la plus grosse partie des volumes d'importation. Si ces bois sont importés, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de production en Suisse pour ces articles. Oui, mais Jean-Yves Héby, si aujourd'hui je contacte les autorités vaudoises ou fribourgeoises pour leur faire une usine de panneaux, premièrement, je n'aurai pas de terrain. Avec l'aménagement du territoire, si je vais faire une usine, Pavatex est allé faire une usine dans les Vosges, ils ont payé le terrain 3 € le mètre carré. Chez nous, à Bulle, si je voulais 20 000 mètres carrés de terrain, je ne les trouve pas. Et les autorités bulloises m'ont répondu que les terrains étaient réservés pour des activités à haute valeur ajoutée. Bon, j'en tire les conséquences. Nous, on va faire avec ce qu'on a. On va construire, mais on ne peut pas faire une scierie sur 4 étages. Mais là, tu mets le doigt sur nos incohérences par rapport à une politique environnementale qu'on veut défendre, et puis ensuite l'empêchement que l'on met sur ce chemin pour des raisons très, très pratiques, très concrètes que tu viens de soulever. Dans un moment, j'interpellerai Bernard Benoît, qui est à Annecy, sur le même sujet par rapport à la vision française, mais d'abord, je me tourne vers Thomas Buchy pour un complément d'analyse. Thomas, c'est à toi. Et j'ai écouté, d'abord bonsoir à toutes et à tous, y compris à plein d'amis que je vois qui sont connectés, même des anciens collaborateurs. Et je trouve que d'abord, il y a une belle brochette de personnes pour suivre ce débat, qui n'est pas si anodin que ça. Alors moi, je voulais d'abord, dans un premier temps, j'ai écouté attentivement, pondérer 2-3 choses aussi, parce qu'il y a pas mal d'architectes qui nous écoutent.
Alors oui, quand Jean-Yves Héby, il dit il y a des prix qui ont augmenté de 80%, Un je vous problème de donne son. pondéré. Et Dieu sait, il y a un problème de son. Vous ne m'entendez pas? Oui, ça a sauté un petit peu. Continue, Thomas, maintenant. Voilà. Je voudrais pondérer un petit peu cette augmentation de prix de 180%. J'ai passé ma vie professionnelle à promouvoir le bois suisse dans toutes nos constructions que nous avons planifiées au maximum. Alors, je vais vous donner un chiffre intéressant. En 1985, on achetait le lamelé collé, et j'ai un nom encore d'une série qui a disparu, c'était la série Gaulet au Brassus, 950 francs le mètre cube. Et puis un mètre cube de chevron cœur fondu coûtait 500 francs le mètre cube. Sans parler de l'inflation, il y a encore une année ou deux, les entreprises achetaient du lamelé collé en Allemagne à 500 francs le mètre cube, c'est-à-dire presque la moitié moins cher que le prix du lamelé collé suisse était en 1985. Et les clients pouvaient payer ce prix-là pour une mise en œuvre du bois. Donc, il y a quand même un réajustement des prix de la forêt et en scierie qui est salutaire pour la filière bois. Parce qu'il faut appeler un chat, ça fait Oui. longtemps que la forêt, les forestiers, ils crèvent de faim. Donc, ce réajustement-là, il est salutaire. Là où ça se complique un peu, c'est que oui, à cause de la cherté du franc, de la complexité que Jean-François Rime vient de dire pour développer une industrie en Suisse, eh bien, on a délocalisé partout. Ce qui fait qu'on a un approvisionnement de bois massif, de planches pour faire du lamelé collé relativement suffisant, mais par contre, pour les dérivés du bois qui ont été délocalisés, on commence à avoir une pénurie en plus de la hausse des prix. Alors, nous, comme bureau d'ingénieurs, on est en contact étroit avec les producteurs, on suit attentivement ce qui se passe sur le marché et on adapte nos études au maximum pour ne pas retarder des projets vis-à-vis de nos clients et des charpentiers qui vont construire derrière en appliquant des techniques de construction qui utilisent un peu moins de produits dérivés du bois, ce qui, dans le fond, est plutôt salutaire. Donc, ça canalise encore un peu plus, le plus possible, sur le marché suisse. Par contre, là où il y a quelque chose qui m'intrigue, pour ne pas dire que je trouve cela inquiétant, beaucoup d'entre nous, on a vu l'émission Mise au point. Et on a vu que tout à coup en Suisse, on commence à faire ce qui se pratique depuis longtemps en Afrique. C'est-à-dire qu'on commence à couper des très beaux arbres, par exemple dans le Jura vaudois, parce que c'est là que ça a été tourné, et que ces grumes, même pas écorcées, partent dans des containers, dans des pays lointains, sans aucune valeur ajoutée. Et là, ça devient tragique. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à vilipender notre matière première. Le Gabon a à peu près éliminé ses plus beaux arbres en les vendant à la Chine, sans aucune valeur ajoutée. J'ai assisté à ça il y a une vingtaine d'années. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'un pays technologiquement aussi en avance que le nôtre commence à faire ça. Et là, on peut créer une pénurie aussi de notre matière première en Suisse parce qu'on va la vendre sans transformation à l'étranger. Et là, je lance un cri quand même, un cri d'alarme à notre filière bois pour qu'elle s'organise et qu'on garde en priorité notre bois avec un meilleur prix pour le marché suisse. Je dis aussi, les clients fidèles, les constructeurs bois fidèles aux scieurs suisses, ils méritent d'être récompensés au sens que, ma foi, si c'est un client fidèle, il a le droit d'être servi en premier. Puis ceux qui ont cassé les prix sur le marché en allant s'approvisionner avec des produits étrangers à bon marché, ma foi, s'ils attendent un peu, c'est pas trop grave non plus. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais je milite vraiment pour que du forestier jusqu'à l'ingénieur bois, il y ait une solidarité de filière et qu'on s'organise pour maintenir à flot un marché suisse qui, si jamais il va être trop cher, on n'en est pas là encore, eh bien, il ne sera plus concurrentiel contre l'acier et le béton. C'est un risque.
Et on a travaillé maintenant depuis 30 ans pour promouvoir techniquement et économiquement notre filière bois. Et il ne faut pas le vilipender maintenant en cassant, je dirais, ce merveilleux matériau et de la manière dont on l'a mis en place pour le mettre en œuvre maintenant. Voilà, c'est mon ressenti aujourd'hui. Hein. Thomas, tu as dit que pour éviter certains produits dérivés, tu réorientais ta technique d'approche, ton approche technique. Et autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'innovation par rapport à cela? Parce que ces situations de difficulté nous rendent parfois inventifs. Alors, tu connaissais cette technique, mais cette orientation-là, jusqu'où peut-elle aller? Parce qu'elle est intéressante. Elle a ses limites. Je ne sais pas si elle fait plaisir à tout le monde, mais enfin… Alors, bien sûr, innover. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, des ossatures bois, on va plus remettre des diagonales de contreventement dans les ossatures avec des structures lamelées collées ou bois massif de la filière proche, alors que souvent, par commodité, on contreventait des façades avec des panneaux SB, par exemple. Mais on n'a plus de fabrication de panneaux SB en Suisse, sauf erreur de ma part. Donc, il y a une pénurie de ces matériaux-là. Donc, il faut bien réorienter la manière de construire. Ce n'est pas des ajustements énormes non plus, parce qu'à un moment donné, il y a des produits dérivés qu'on ne fabrique plus en Suisse, que vous êtes obligé d'importer parce qu'ils doivent être mis en œuvre. Le panneau 3 plis, c'est un bon exemple, par exemple. Suivant les revêtements intérieurs, ou bien pour le mobilier ou l'agencement, ou de se dire aujourd'hui, eh bien, Pavatex a délocalisé, alors que nous étions leaders en Suisse avec la production d'isolation en fibre de bois. Eh bien, oui, c'est super éco-bio. N'empêche qu'on n'en trouve plus en Suisse de fabrication suisse. Il faut maintenant appliquer des panneaux d'isolation de fibre de bois qui viennent de l'étranger. C'est quand même un changement à la fois grave et important du marché. Et en même temps, la fibre de bois reste une des meilleures isolations qu'il est possible d'appliquer dans un bâtiment. Et ben, s'il y a une pénurie, aujourd'hui, on va mettre quoi? De la laine de verre ou de la laine de pierre? C'est pas que c'est mauvais, mais disons, c'est moins éco-bio, c'est moins bon pour retenir la chaleur en été. Donc, il y a une transformation quand même profonde du marché qui est en train de se faire. Et il faut absolument qu'on maintienne et qu'on privilégie au moins le marché du bois massif et du lamelé collé et d'une partie des produits semi-transformés tels qu'on sait bien les faire en Suisse, et qu'on maintienne cette filière à flot, même si elle a un ajustage du prix qui est juste, à part ça, se remettre à flot sur des prix qui étaient en vigueur il y a déjà 35 ou 40 ans. Jean-Yves Eby, vous partagez l'analyse de Thomas Buchy? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. C'est vrai que l'exemple du prix du lamellé collé, qui était de l'ordre de 2000 francs le mètre cube il y a 30 ans, était considéré comme tout à fait normal. Simplement, aujourd'hui, les faits, c'est que ceux qui ont calculé leurs offres avec des prix qui étaient de l'ordre de 600 francs le mètre cube, comme je disais, ou 500 ou 600 francs le mètre cube, se retrouvent à passer à des réalisations avec des produits qui ont doublé de prix. Je me réjouis qu'on puisse augmenter le pourcentage d'utilisation de bois suisse, bien entendu, mais comme le disait Jean-François, on aura quand même toujours également beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures, au niveau des communes, au niveau des cantons, pour pouvoir redévelopper cette industrie de la deuxième transformation qui manque aujourd'hui cruellement en Suisse. On a au niveau des scieries, je pense effectivement largement de capacité de sciage, mais la deuxième transformation est malheureusement très peu représentée en Suisse. Alors, on jette maintenant un regard du côté de la France. J'appelle Bernard Benoît. Bernard est un expert de la filière bois. Il occupait toutes les responsabilités imaginables et possibles en Rhône-Alpes dans ce contexte-là. Bernard, tu peux nous apporter ton commentaire vu de la France par rapport à ce que nous avons traité jusqu'à présent, où la situation est un peu différente. Où est-il? Bernard? Bernard Benoît a disparu. Claude, est-ce que je peux me permettre Oui, bien sûr, bien sûr. de profiter de l'absence temporaire de Bernard
Pour rebondir sur cette discussion concernant la seconde transformation en Suisse, donc Lignum Valais avait fait une stratégie de la filière et avait constaté aussi ce manque. Et on est à bout touchant avec une étude de faisabilité pour une usine de lamellés croisés. Et je réponds aussi à Jean-François Rime. En Valais, on a encore des terrains. Donc, il y a des possibilités de construire, d'avoir 3 hectares de terrain pour faire une usine de seconde transformation. Vous avez vraiment tout en Valais. Vous avez vraiment tout en Valais. La petite Arvine, le vaccin, et puis maintenant des espaces pour… écoutez, après tout, on va tous venir en Valais où tout est possible. Mais merci de cette précision. Est-ce que Bernard Benoît est revenu? Mais je vous entends très bien. Moi, je vous vois. Ah bon, très bien. Alors, tu as la parole, Bernard. Bon, bonsoir à tout le monde et merci Claude de me faire l'honneur de donner quelques réponses vis-à-vis de la France. Thomas sait bien dans quel contexte nous sommes. Bon, pour faire simple, la problématique, elle est actuellement en France d'un télescopage dans un certain nombre de paramètres. Et je crois que le premier paramètre, bien évidemment, c'est la typologie même de l'organisation de nos forêts. On a 440 000 propriétaires forestiers, mais dans lequel les parcelles sont, pour certaines régions, largement sous-exploitées, à contrario de ce qui peut se faire dans d'autres régions, comme les Landes dont il était fait état tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'on est dans la troisième zone de déconfinement en France et qu'on a eu une chute de l'exploitation forestière considérable depuis le début de l'année dernière qui se répercute sur les marchés. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a une pression venant des Américains, mais chez nous en France, essentiellement sur le résineux. Et les régions sont très diversement touchées par ces problématiques. La pression la plus grande, elle se fait sur le feuillu, entre autres, par les Chinois, puisqu'on a laissé s'enfoncer la filière feuillu en production en France quand même depuis plusieurs décennies, et c'est assez gravissime. Donc aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que certaines essences comme le chêne partent en Chine et nous reviennent sous forme de produits transformés, je pense au parquet en particulier. Donc, on est dans ce télescopage. Et puis, autre télescopage, parce qu'on ne peut pas raisonner prix en France de façon globale. L'autre problématique, c'est l'évolution, comment dirais-je, environnementale extrêmement puissante depuis 2 années. Et les textes qui sont en finalisation, il y avait encore des communications aujourd'hui, montrent bien que la filière bois a une porte de développement que nous n'avons jamais connue, mais cette porte de développement, elle pose un débat simple, qui est le débat à la fois de la disponibilité matière et puis de la disponibilité de la mise en puissance des entreprises elles-mêmes. Donc, on est dans quelque chose qui est assez compliqué parce que sur les prix, il n'y a pas simplement la pression extérieure qui joue, mais il y a le contexte global. L'autre point maintenant, pour compléter ce que je viens de dire, c'est que chaque année, la France consomme à peu près, je parle bien en bois d'œuvre, on consomme à peu près les 82% de ce que nous produisons. Simplement, le complément est assuré depuis des décennies par la place qu'ont pris pour les résineux non transformés comme les sciages, les Scandinaves, et puis pour les bois du type lamellé collé et panneaux beaucoup plus élaborés, je ne parle pas du CLT, je ne parle pas des panneaux de particules, mais le CLT, entre autres, est rentré en force sur notre marché. Et les professions ont mis du temps, beaucoup de temps, parce qu'on a un poids réglementaire très lourd, ont mis beaucoup de temps à être en mesure de produire. Donc, on a ces deux plateaux de la balance
Et on l'a vu ensemble, Claude, en 2019 avec ces journées du lignum, mais on a une évolution qui va très vite et on le ressent de façon extrêmement sensible dans le quotidien des entreprises, les quotidiens des cabinets d'ingénierie et d'architectes. Donc, c'est un débat qui est complexe, qui est loin d'être solutionné. Il faut savoir que cette alerte sur les prix, je te disais ce matin que nos politiques de notre région, parce qu'en plus, il y a la typologie foncièrement différente d'une forêt, de sa production et des transformations par région. Il est bien certain que les régions alpines ou jurassiennes qui vous sont propres n'ont pas du tout les mêmes contingences que celles de plaine. Je rentre du centre de la France et on a dans ces régions-là, comment dirais-je, des productions qui sont en équilibre avec la demande actuelle du marché, mais on a des marchés qui se sont complètement changés en moins de 10 ans. Pour être très simple, par exemple, il y a pratiquement un marché de l'ameublement qui est défaillant par rapport à d'autres secteurs comme celui de la construction qui, lui, monte de façon conséquente. Les Jeux Olympiques, Thomas en sait quelque chose, nous amènent des quartiers entiers nouveaux de Paris qui sont à prépondérance du bois, mais là encore, on commence à buter sur le duo approvisionnement entreprise. Donc, situation tendue. Ce qu'il adviendra on parle bien de jours, nous on en est là, dans le contexte économique, c'est assez interrogatif et ça laisse nos filières avec une certaine inquiétude, c'est le moins qu'on puisse dire. Bernard, c'est grâce à toi que nous nous sommes rendus à Bordeaux en 2018 ou 2017 au premier forum international Woodrise. Et j'étais à Bordeaux avec Thomas Buchy notamment et avec le représentant de l'école de Bienne. Et là, nous avions des architectes du monde entier qui nous ont fait la démonstration, j'étais stupéfait de ce que je voyais, la démonstration qu'avec le bois, on peut tout faire pratiquement, et que les tours que l'on réalise, non pas que je veuille prôner des tours partout, mais c'est la démonstration qu'avec le bois, tout est possible. Et sur le plan international, on assiste véritablement à une poussée extraordinaire. Et les meilleurs architectes, c'est-à-dire ceux qui savent maîtriser le bois, qui sont une minorité, en tous les cas pour l'instant, et indiscutablement apportent des réponses qui sont enthousiasmantes. Et elles correspondent à la recherche d'un certain confort, à un apaisement urbanistique. Ces démarches sont dans l'air du temps par rapport au changement climatique et par rapport à la réorganisation à certains égards de la société. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, madame et messieurs, c'est qu'il y a un décalage. Il y a une envie d'utiliser du bois. On a du bois en quantité. Et puis, par contre, il y a à un moment donné des incompatibilités parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et la filière du bois, est-ce que la filière du bois, d'une manière générale, alors je le dis pour toi, encore pour la France, et je reviendrai vers nos amis du côté suisse, est-ce que la filière du bois est bien organisée? Parce que vraiment, on ne peut pas aujourd'hui manquer cette opportunité. Elle est tout simplement fantastique. Alors, comment allez-vous réagir du côté français et du côté européen? Et puis ensuite, je viendrai vers nos amis de Suisse. Pour faire simple, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a une remontée en puissance, et c'est lié aux hommes aussi, si tu le sais très bien. On a une remontée en puissance de France Bois Forêt au niveau national, comment dirais-je, avec son président Michel Druil, il y a une remontée, une prise de position et de connaissance. Et si les nouveaux textes, je vous ai fait passer les projets de loi français, mais qui, à la date d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu acceptation à l'Assemblée nationale de tout ce qui va vers la loi carbone, je veux dire, il y a une réorganisation de la filière bois avec des volontés croisées tout à la fois techniques et politiques.
le débat, et il y a des industriels autour de la table, depuis les sieurs jusqu'aux gens qui assurent la distribution sur votre soirée. On est dans le même débat, c'est que on a quand même, entre le moment où des décisions se prennent et le moment où c'est opérationnel, on voit bien sur les lamellés croisés, le délai qu'il nous a fallu. Il a fallu près de 5 ans en France avant qu'on commence à avoir non seulement les industriels en situation de le produire, mais aussi les financements et les lieux pour pouvoir le faire avec les autorisations réglementaires qui sont éminemment compliquées chez nous. Donc, les réponses, elles arrivent. On voit bien les changements. Il suffit d'aller à Strasbourg en ce moment, d'aller à Bordeaux, Hyperion. J'étais avec des dirigeants d'Hyperion hier. Comment dirais-je, la tour est mériterait d'être revue, mon cher, que nous puissions y retourner. Oui, oui. C'est effectivement des données complexes. Vous êtes bien placé pour savoir les évolutions. Annecy vient de passer sous la houlette des Verts. En quelques semaines, un certain nombre de projets ont été bazardés, basculés, d'autres vont peut-être sortir. On est dans une période qui est éminemment changeante, sur laquelle je suis d'une grande prudence, parce que la ligne de conduite qui est de la demande du bois est très forte, mais on n'a pas encore, loin s'en faut, tous les éléments de réponse. Merci Bernard. Daniel Ingold, est-ce que Daniel Ingold m'entend? Je le salue s'il est là. Daniel, es-tu là? Daniel ne semble pas être là. Si, c'est juste que je n'arrivais pas à rétablir l'audio. Ah, ça y est, bon. Maintenant, je vous écoute avec attention. Tu as entendu beaucoup de choses, comme moi, comme tout le monde, beaucoup de choses. Tu es responsable de l'IGNOB en Suisse romande, à la tête du CEDOTEC. Nous, dans les CAR, les communautés d'action régionales, c'est-à-dire les responsables des LIGNOB de Suisse romande, avec mes collègues, on est mobilisés pour travailler le plus efficacement possible, pour répondre aux questions qui ont été posées. On aura l'occasion d'en reparler tous ensemble d'ici quelques temps à nos réunions du CAR, mais à ce stade-là, cette conversation t'inspire quoi? Plusieurs choses. La première, c'est on a parlé sur plusieurs niveaux. Donc, ce que disait Jean-Yves Eby, on ne pourra pas le résoudre. Des solutions à court terme pour faire descendre des prix, voilà, on ne peut que prendre acte et puis patienter un peu. Des solutions à moyen terme, il y en a qui ont été posées, entre autres, par Thomas en disant peut-être qu'on va réévaluer certains projets, les travailler autrement. Et il y a peut-être aussi dans les produits qu'on peut fournir. J'ai aussi entendu chez les scieurs qu'il y a des produits qui posent moins de problèmes que d'autres. Donc, peut-être qu'on peut les réutiliser. On n'est pas obligé de prendre… On s'est un peu habitué par paresse à avoir des super produits pour les caler entre deux panneaux USB. Ça, c'est des pistes à moyen terme. Et puis, ce qui touche le plus l'IGNOM, c'est ce que tu viens de poser, la question de la gouvernance et de la filière. Pour la filière, il y a aussi des aspects positifs à ce qu'on est en train de vivre parce que ça devenait un grand écart, c'est-à-dire faire le plus grand dénominateur commun entre la forêt, qui a plein de fonctions qui ne sont pas forcément celles de produire du bois, et puis l'utilisation, la construction, où parfois on ne parle même pas de bois. C'était vraiment un grand écart pour l'IGNOM dans les régions, mais aussi au niveau national, au point que certains des partenaires commençaient à dire on n'a plus besoin de cette filière parce qu'on n'a plus assez d'intérêts communs. Et puis là, avec un problème commun, c'est-à-dire le problème d'approvisionnement, le problème de la gestion de ce matériau, tout à coup, on a un problème commun et puis ça peut redevenir un moyen de recréer une filière de proximité avec des gens qui se parlent, qui savent ce que leur voisin fait et pas seulement ce qu'on peut commander sur Internet, avec le doute qui a été posé aussi aujourd'hui de savoir est-ce que ce sera pérenne ou est-ce que, comme tu le disais toi, on peut avoir la mémoire courte, dans 2 ans, on ne s'en souviendra plus.
Et puis moi, j'ai encore un dernier point qu'on n'a pas abordé ce soir, c'est l'aspect de la communication, parce que c'est une des tâches des communautés d'action régionale et de l'IGNOM et du CEDOTEC. Et justement, nous, on nous a aussi sollicité pour faire ce que vous avez organisé ce soir. Et la question qu'on se posait, c'est quelle en sera l'utilité? Est-ce que les gens vont simplement, les participants vont simplement déballer leur frustration et puis on n'avance pas? Et ce n'était pas le cas aujourd'hui, et je vous en félicite. Aujourd'hui, on a fait un vrai tour de table. Cette communication interne, elle est importante. Le soutien qu'on peut amener aux entreprises, comme par exemple la FRESEM ou la FVE l'ont fait, mais je crois que toutes les associations l'ont fait. Dérivé Bois Suisse a aussi amené un soutien aux entreprises en disant, voilà, vous pouvez communiquer ça à vos clients. C'est aussi une bonne chose, mais il reste encore la question de comment on communique au grand public, c'est-à-dire ce qu'on fait nous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que si on leur dit rien, c'est la presse qui va parler. Et si on leur dit qu'on a un problème, parce que dans le bois, on a un peu tendance à faire ça, à dire on a un problème, mais on sait le résoudre, ce n'est pas tellement de la communication. Si on leur dit on a un problème, on risque de les voir partir vers d'autres cieux qui ne sont pas forcément plus accueillants que les nôtres. Et là, je dois dire, je n'ai pas encore tellement la solution de comment on doit aborder cette communication vers le client qui n'est pas encore touché. Donc, celle vers le client qui est touché, on sait, on doit lui expliquer que c'est un problème global et que le bois ne fait pas exception et que la filière la plus locale possible reste le meilleur chemin. Mais pour les clients qui ne sont pas encore des clients, là, la question de la communication et de la gouvernance dans la communication se posera. Je vais revenir dans un instant avec nos collègues sur une ou deux choses que tu as relevées maintenant. Est-ce que Jean Laville m'entend? Jean Laville? Des fois, il faut attendre un petit peu, puis les gens apparaissent. Il n'a pas l'air de m'entendre. C'est l'associé de concert, c'est la filière des investissements durables. Mais s'il ne m'entend pas, Madame, Messieurs, on a fait un inventaire des difficultés, mais chaque fois que vous avez apporté des éléments, des informations sur les difficultés, il y avait toujours un élément positif. Il y avait toujours un… Alors, maintenant, Daniel Egan vient de dire, oui, on ne peut pas répondre simplement, ça on sait faire. En effet, mais dans la mesure où nous faisons mieux passer le message de ce qui doit être adapté, parce que la filière bois n'est pas la mieux organisée. Alors, on tente de l'améliorer, mais elle n'est pas aussi bien organisée que d'autres. Elle n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes moyens que les gens du béton ou de l'acier, c'est une évidence. Mais là, c'est véritablement tous ensemble que l'on doit. Et après cette réunion qui est enregistrée, on va faire un protocole de cette réunion bien détaillé de manière à s'appuyer sur ce qui a été dit pour en faire quelque chose. Il ne s'agissait pas simplement, même quelle que soit la richesse des échanges de ce soir, mais c'est véritablement un point de départ pour la réflexion. Donc, vous aurez ça. Je te transmettrai, Daniel, l'enregistrement, enfin, tu pourras y accéder aussi, et nous allons faire en sorte véritablement qu'il y ait le suivi de cette soirée. Parce que quelque chose doit véritablement, on ne peut pas manquer cette occasion. Alors, je refais un tour de table par rapport à cela. Je pars du côté de Bulle, où le prix du mètre carré est au niveau que nous savons. Et pour Jean-François, je te donne la parole on s'approche, on a passé l'heure. Je te donne la parole pour un tour de table de conclusion. Alors, ma conclusion est relativement simple. On a d'un côté un phénomène qui est momentané, je l'espère, c'est ce phénomène des prix qui est totalement insatisfaisant, mais dans tous les domaines de la vie, quand on a des hausses de prix qui sont absolument énormes, ça veut dire 30-40%, voire plus, comme l'a dit Jean-Yves Eby, ça, c'est pas bon pour le marché. Maintenant, en ce qui concerne le marché du bois et la construction en bois en général, je crois que le débat de ce soir l'a démontré, notre avenir est réjouissant et on a des gens en Suisse pour les construire en bois. Deux des participants étaient là ce soir, il s'agit de Jean-Marc Ducret et de Thomas Buchy, qui sont des gens qui peuvent discuter au niveau mondial. Ce n'est pas des gens qui ont des connaissances limitées à un petit marché suisse. Et je crois qu'à ce niveau-là, maintenant, il faut que la forêt ait un petit peu de patience
En tout cas, il faut qu'elle nous livre du bois parce qu'on en a besoin. Et concernant les investissements de nouveaux produits, je connais un peu le projet valaisan de Madame Guiche. J'en ai entendu parler par des gens qui sont concernés. Je leur souhaite plein succès. Très, très bien. Et tu es sur le point de demander l'accueil en Valais? Non, nous, vous savez, on est fribourgeois, on est gruyériens d'ailleurs, on n'est même pas fribourgeois, et on est une entreprise familiale. J'ai de la chance d'avoir 3 fils qui reprennent la succession dans mes entreprises, Jacques dans la branche bois. Autrement, il y a longtemps que je serais parti à la retraite, je fais mon grand âge, et je suis en tout cas plein d'optimistes. Je reste à leur disposition pour leur faire part de mes conseils, pour autant qu'ils vaillent quelque chose. Merci Jean-François, puis bravo pour tout ce que tu as fait. Tu as même organisé sur le plan familial pour avoir 3 fils, 3 entreprises. Tu sais, si tu avais eu des filles, tu aurais pu aussi les transmettre. Hein? Ouais, s'il y a C'est des quand même filles, pas des pour faire scieurs, attention en ce moment à ce qu'on dit. s'il y a des scieurs qui ont des filles, j'ai encore un fils en tout cas à placer. Bien, vous voyez, la filière bois se transforme en une agence de rencontres. Après tout, pourquoi pas? Alors, Bon, juste une dernière remarque là-dessus. Quand j'ai commencé dans la branche, il y avait 1200, 1300 scieurs. Le congrès avait toujours lieu un samedi et le soir, il y avait un grand repas où les gens étaient bien habillés et où toutes les filles à marier arrivaient en longue robe et à leur grand avantage. Ah ben écoute, on va relancer ça. Jean-Marc Ducret, Jean-Marc, pour une conclusion. Oui, je pense que c'est ce que j'avais dit. Je pense que la filière, elle existe. Je pense que depuis, sous l'impulsion de l'IGNOM, mais depuis plusieurs années, on essaye d'améliorer nos relations en faisant des projets de recherche avec des scieurs, avec la deuxième transformation. On pense qu'elle n'existe pas, ce qui n'est pas juste. C'est que pour exister, elle doit construire, parce que c'est le cas chez nous. On a une usine de bois collé, on est des constructeurs. Et pour maintenir l'existence de la fabrication de bois collé chez nous, on a dû trouver des solutions techniques, des propositions, on a déposé des brevets. Mais cette transformation, elle existe, puis elle pourrait exister pour faire plus de transformation, mais seulement si le marché continue à être porté avec des prix raisonnables et raisonnés qui permettent que les produits fabriqués en Suisse sont concurrentiels. Nous, on est tourné vers l'avenir, on investit aussi, on fait du CLT, on va agrandir l'usine, tout ça, on le fait, mais on le fait de façon raisonnée et avec les partenaires que sont les scieurs romaux, avec lesquels on travaille depuis des années, chez nous aussi un peu de génération en génération. Voilà. Et je souhaite vraiment que les gens continuent, y compris avec les charpentiers. On voit les charpentiers qui sont aussi nos clients, avec qui on collabore. On arrive à établir des relations de confiance et à construire pour l'avenir. Notre image, c'est la proximité. Et c'est très important. Même si on travaille à l'étranger, c'est pas grave, mais la proximité, quand on explique à des clients, à des entités publiques qu'on va construire pour eux avec du bois qui est transformé dans un rayon de 50 à 60 km, ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Le rayon de 50 à 60 km, ce sont les circuits courts et ce sont vraiment ceux que l'on doit défendre maintenant. Merci Jean-Marc. Et puis l'entreprise du CREF fait la démonstration que jamais elle doute des succès à venir et ne baisse la tête pour quelques difficultés sur le chemin. Jean-Yves Eybi, Jean-Yves? Pour ma part, j'espère qu'effectivement, durablement, l'industrie du bois en Suisse puisse continuer à se développer. Pourquoi pas un jour se réindustrialiser pour la deuxième transformation. Et effectivement, si cette crise a sur le long terme effectivement des effets sur le prix des grumes, le prix des bois, ça fera que remercier une fois cette profession, les bûcherons, qui, c'est vrai, depuis des décennies, tirent la langue. Donc, pour ma part, espérons que cette orientation, cette sensibilité sur le bois suisse soit durable, peu après, même après, quand cette crise sera terminée. Je pense qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci pour l'organisation de la conférence. Jean-Yves, c'est bien d'avoir cité les bûcherons parce que sans eux, rien n'existerait. C'est tout de même là que tout commence. Christina, pour les conclusions. Et puis ensuite, Thomas. Thomas, tu es encore là? Parce que je savais que tu devais t'absenter.
Thomas ne semble plus être là. Monsieur le Président. Alors, attends, est-ce que je peux encore passer la parole à Christina, puis après je te passe la parole? Oui. Ou bien on termine par une femme? Vas-y. On a commencé avec une femme, mais on terminera avec une femme. Voilà, à toi, Thomas. La conclusion va être extrêmement courte. Je redis, ne vendons pas notre matière première sans valeur ajoutée à l'étranger. Elle est trop précieuse pour cela. Et pour le reste, pour la filière bois, c'est comme pour les gladiateurs, force et honneur. Inchangeable. Merci Thomas. Et Christina, c'est toi qui as le mot de la fin. Merci beaucoup. Ça va être difficile de battre Thomas. J'aimerais juste souligner que ça fait des décennies, effectivement, que la forêt joue le jeu de la solidarité, qu'on continue à livrer du bois alors que on dit que c'est la maison Philibert, plus on vend et plus on perd, avec ces mètres cubes de bois qu'on doit descendre de nos montagnes. Mais il y a du bois qui est là, on parle de pénurie, mais on a des réserves. Et puis, voilà, j'espère aussi qu'on va pouvoir honorer cette profession de forestier bûcheron et puis honorer les risques qu'ils prennent chaque jour avec leur vie, leur santé dans ces forêts. Et puis qu'on puisse retrouver le respect pour cette matière première. Merci Christina. En tous les cas, à toi, puis à nos collègues, à vous intervenants, je vous remercie 1000 fois. C'est un moment assez exceptionnel. En un peu plus d'une heure, la densité, la justesse des propos, l'expérience de vos témoignages, vous êtes des gens de terrain, ce n'est pas une approche académique. Et vous verrez qu'au cours de ces prochaines semaines et ces prochains mois, on va en faire quelque chose de ce qui a été dit ce soir. Et tout à l'heure, j'interpellais Daniel Hilgold dans le cadre des CAR avec mes collègues des autres cantons. Véritablement, d'une soirée comme celle-ci, ça doit être utilisé par chacun. On ne peut pas se permettre de laisser passer cette opportunité. C'est assez formidable. Il y a des difficultés, mais véritablement, dans cette période de transition environnementale, de transition économique et sociale, le bois a véritablement un rôle majeur à jouer. Boots de chez Pictet me disait, le bois peut faire tout ce que le pétrole fait. Alors, on a parlé de construction, mais le bois, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, les Chinois l'utilisent pour d'autres choses que les Américains. Véritablement, on a là, tous dans nos positions respectives et complémentaires, on a véritablement un rôle à jouer dans une période de transition formidable. Alors, un grand merci à vous. Merci à tous les participants qui ont suivi cette soirée. Et puis, un merci particulier au CDE, à sa présidente Enza et à Julien. Sans eux, on n'aurait pas pu monter cette soirée de cette manière-là, parce que chez nous, on sait faire un certain nombre de choses, l'IGNOM sait faire un certain nombre de choses, mais pas ça. Alors, merci encore au CDE et à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir.